et bienvenue dans la cuisine de la ressourcerie. Cette semaine, je vous propose de cuisiner avec moi, enfin de me regarder cuisiner une joue de bœuf. Je vais vous montrer les ingrédients ensuite. Et c'est surtout aussi que j'avais envie de vous parler de fanfiction parce que c'est un genre, oui, parce que c'est un genre littéraire que j'affectionne beaucoup, autant en lecture qu'en écriture, et qui peut donner aux auteurs en devenir déjà de la matière pour se lancer dans quelque chose, et un cadre en fait qui est plus rassurant et où ils peuvent facilement se lancer dans ce qu'ils veulent écrire et s'entraîner par exemple. Et ça leur donne aussi la possibilité d'avoir un lectorat, donc de confronter leurs idées, leur manière d'écrire à un public qui vient commenter ou pas, qui vient lire au moins, c'est déjà ça. Donc pour la joue de bœuf, j'ai une joue qui fait 500-600 grammes. Donc c'est pour deux, mais on va en manger plusieurs fois. J'ai pris des oignons bottes, qui sont magnifiques. J'ai pris du thym et du laurier. J'ai un poireau. J'ai des carottes qui commencent un peu à flétrir, parce que je les ai sorties la veille comme une nouille. J'ai une gousse d'ail. Et des champignons, et en fin de cuisson, parce que c'est un plat qui demande une cuisson très longue, on part sur 3h30 là. Non mais pas 3h30 de vidéo, je vous rassure tout de suite. Je mettrai des pommes de terre à la fin, donc je ne sais pas encore combien. Et je vous mettrai aussi le lien vers des recettes de joues de bœuf, parce que je fais un petit mix comme d'habitude. Moi je le fais au talent, je me lance, j'improvise, je crée. Enfin, souvent, ça veut dire que je me foire, en fait. Donc, je commence par... Je mets un petit coup de feu sous ma cocotte. Ah, attendez. Donc, c'est ma petite cocotte en fonte, comme je vous l'ai montré assez régulièrement, qui est rose pailleté, qui est magnifique. Donc, je le mets à feu doux pour le moment, parce que je vais d'abord mettre... les oignons bottes, j'enlève juste un peu ce qui est abîmé, fort logiquement. Et on va commencer à discuter de la fanfiction. Est-ce que vous savez ce qu'est la fanfiction? C'est un genre très particulier. Je vous mettrai des liens parce que je me souviens plus trop de tout ce que j'ai lu, mais la fanfiction, c'est un genre littéraire qui prend ses racines encore avant l'univers de Star Trek, dans les genres littéraires de la pastiche, par exemple, de l'hommage, de la parodie, où des auteurs, en fait, écrivaient un petit peu à la manière d'un autre auteur, contemporain ou décédé, soit pour se moquer de lui, soit dans le cadre du pastiche et de la parodie, soit pour lui rendre hommage, dans le cadre de l'hommage. C'est bien, vous avez suivi. Donc... ça, ces genres littéraires, il me semble qu'ils sont, ils sont quand même plutôt anciens. Je pense, ouais, ça doit faire peut-être... bon, et je pense qu'il y a même des racines de ce type de choses encore avant. Pardon, je fais du bruit. Parce que, par exemple, quand la notion d'auteur n'était pas encore très posée, je pense notamment dans les écrits les plus anciens qui soient mythiques, etc. On sait par exemple que pour les contes des mille et une nuits, il n'y a pas d'auteur. Il n'y a pas d'auteur parce qu'ils sont peut-être des centaines. Et enfin bon, après les genres des contes, des mythes, etc., c'est particulier aussi. Mais revenons à nos moutons et donc à la fanfiction. La fanfiction serait née dans les années 70, il me semble, où il y avait des fans de la série télé Star Trek qui s'étaient mis à écrire des histoires qui prenaient, qui avaient pour cadre cette série télé. Donc pour cadre, c'est-à-dire une utilisation de l'univers, des personnages, des relations entre les personnages. Et ces fans-là donc écrivaient des histoires où, en général ils pouvaient avoir un personnage qui s'appelle original character, donc un personnage original, qui peut-être assez souvent pouvait être ce qu'on appelle un self-insert, à savoir
un personnage original inspiré par l'auteur, qui du coup, dans une version un petit peu améliorée de lui-même, se faisait vivre en fait des tas d'aventures dans l'univers de Star Trek. Et évidemment, ces personnages-là étaient la plupart du temps très valorisés, très puissants, très compétents, etc. Et ça a donné d'ailleurs naissance aux figures un peu archétypales de la Marissou et du Garistou, à savoir des personnages masculins ou féminins qui sont un peu parfaits, entre guillemets, parce que ils sont très compétents, ils sont bons, ils finissent avec le héros un petit peu sexy, etc. Ils triomphent des méchants. Bref, tout va bien dans le petit monde de l'univers de Star Trek. Mais la fanfiction, en fait, ça relève surtout d'une culture populaire, d'une culture de fans d'un univers particulier. Je suis un peu en train de pleurer là avec les oignons. Je crois que je vais en mettre que 2 parce que ça en fait pas mal là. Je vous dis juste, dans la cocotte, j'ai mis une bonne noisette de beurre et je vais rajouter un petit fil d'huile d'olive pour faire cuire les oignons. Et après, on va saisir la viande et la réserver. Première fois que je fais ça, hein. Comme je vous dis, je le fais au talent, on verra ce que ça va donner. J'ai émincé les oignons, ce qui n'était pas forcément, enfin émincé assez grossièrement, ce qui n'était pas forcément nécessaire parce que comme ça va mijoter pendant des heures, tout va fondre. Donc on aurait même pu mettre des oignons en entier. Mais j'aime bien émincer, donc hein. Donc là, je vous ai raconté un petit peu la naissance de la fanfiction, enfin des racines. Je vous mettrai des liens vers ça et je vais vous expliciter un petit peu plus ce que c'est. Donc voici l'ajout de bœuf. Amis végétariens, vous êtes encore là ou vous êtes évanouis? Donc je mets l'ajout de bœuf. Je mets l'ajout de bœuf après cuire. On va donc parler un petit peu plus, enfin donner une définition un petit peu plus spécifique à la fanfiction. Parce que la fanfiction, c'est un genre littéraire qui donc est populaire. En termes de caractéristiques de ce genre, c'est que les auteurs ne peuvent pas obtenir une indemnisation ou enfin ils ne peuvent pas gagner d'argent sur ces écrits-là parce qu'ils écrivent sur des univers qui ne leur appartiennent pas. Ce n'est pas du plagiat non plus parce que c'est autre chose. Enfin, le but n'est pas de voler entre guillemets l'œuvre originale, mais plutôt de lui rendre hommage. Mais donc, la fanfiction, ça implique d'écrire sur un univers qui ne nous appartient pas. Ça peut être n'importe quoi, hein. C'est autant une série télé, un film, des livres, des jeux vidéo. Il y a même aussi des fanfictions sur des personnages réels. Ça, c'est du RPF, c'est Real Person Fanfiction, je crois. Enfin, il peut y avoir des fanfictions sur Monsieur Macron, par exemple. Oui, oui, ça existe. Je suis en train de couper le poireau. Ne voyez absolument aucun lien avec ce que je viens de dire. Donc, la fanfiction, ça implique un fandom. Le fandom, c'est tout ce qui concerne un univers en particulier. Ça peut être Harry Potter, Star Wars, le jeu vidéo, The Witcher, ou enfin, quasiment n'importe quoi. Tout peut devenir fanfiction. Ce sont des auteurs généralement amateurs, mais certains auteurs professionnels écrivent aussi de la fanfiction. Je sais que par exemple, Christelle Dabo, j'ai entendu en interview qu'elle a écrit des fanfictions, je crois que c'était que c'était des fanfictions Harry Potter, il me semble, mais elle n'a jamais voulu les partager, il me semble. Donc peut-être que si on cherche, on peut trouver, hein, si on veut avoir des écrits de Christelle Dabos. Mais oui, donc il y a des auteurs professionnels qui écrivent de la fanfiction. Donc j'ai parlé de fandom, je vous mettrai un article qui est issu du blog HPF, donc c'est une communauté de fans de Harry Potter que je fréquente et qui traite de ce qu'est la fanfiction et du côté juridique de la fanfiction, parce que j'avais envie de le partager avec vous parce qu'il est très bien fait.
Donc celui-là, je vous le mettrai. Et le dire, c'est aussi un moyen de me rappeler de le faire. Donc, parmi le vocabulaire de la fanfiction, parce que la fanfiction, elle n'est pas fixe, entre guillemets, elle est assez mouvante. Donc je commence à préparer les carottes aussi. J'en ai pris 6, des petites, mais il y a 2 petites. Elles commencent un peu à se défraîchir. Donc parlons un peu fanfiction. Le canon, c'est quoi? Le canon, c'est l'histoire telle qu'on la connaît, sur laquelle vous travaillez, ou sur laquelle des auteurs ou des auteurs travaillent. C'est-à-dire que Harry Potter, il rentre à l'école quand il a 11 ans, ses parents sont bien morts quand il était petit, il triomphe de Lord Voldemort à la fin, il se marie avec Ginny, il a des enfants, voilà. C'est l'histoire telle qu'on la connaît. Donc là, toutes les histoires qui vont respecter ce canon-là, par exemple, sont dites canoniques, fort logiquement. Elles ont de sale gueule, ces carottes, là. Mais vous pouvez aussi tout à fait ne pas respecter ce canon. Peut-être que les parents de Harry Potter ne sont pas du tout morts. Peut-être qu'ils ne triomphent pas du tout de Lord Voldemort. Donc là, vous développez dans ces cas-là un univers alternatif qui, du coup, ne respecte pas le canon. Et au final, le truc qui est super intéressant dans la fanfiction, c'est qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut. Ce qui veut dire tout et n'importe quoi. Donc il y a des choses, moi, que je ne lis pas ou que je n'écrirai pas. Mais je sais que ça existe. Mais enfin, je ne juge pas en gros. Hein. Chacun lit et écrit ce qu'il veut. Mais on peut par exemple imaginer au niveau des formes de fanfiction, il y a une autre forme qui est assez particulière, qui ne respecte pas le canon, c'est le crossover. Et le crossover, c'est écrire une histoire qui va mêler plusieurs fandoms. Par exemple, Harry Potter et Marvel. Parce que pourquoi pas? Parce qu'on peut tout faire. Parce que, bon, Harry Potter et Marvel, c'est dans des périodes à peu près contemporaines. Donc, si on respecte à peu près le canon, enfin, la ligne temporelle, on va dire, ça peut tout à fait se faire. Bon, celle-là, elle n'est pas terrible, je ne l'aimais pas. Mais on peut tout à fait imaginer, par exemple, un crossover aussi entre des univers qui sont assez opposés. Comme Harry Potter qui est de l'urban fantasy, donc on peut dire que la société sorcière, elle est dans notre monde, mais qu'on ne la voit pas parce qu'on est des moldus. Et si vous voulez faire par exemple un crossover avec l'univers de Game of Thrones qui est un univers totalement inventé, moi ce que j'apprécie dans ce type de crossover, c'est que cette rencontre-là entre ces deux univers soit cohérente. Donc soit c'est les deux univers qui sont complètement mêlés, d'une manière ou d'une autre, soit c'est un personnage, un ou plusieurs personnages d'un univers qui débarquent dans l'autre. Mais ce que j'aime bien faire ou lire, c'est qu'il y ait une explication cohérente à ce crossover, tout simplement. Par exemple, moi, j'ai commencé une fic que je vous en ai pas mal parlé, qui s'appelle Amer Exil, qui est un crossover entre Harry Potter et le Grishaverse de Leigh Bardugo, où j'ai Sirius Black de Harry Potter qui bascule dans le voile comme on le sait, sauf qu'il bascule dans le voile et pour atterrir dans le fold chez les Grisha. Donc les Grisha, c'est Shadow and Bone, etc. Et je ne vais pas expliquer, fort probablement, pourquoi. J'explique juste le comment. Il a débarqué, point barre. Et il veut y retourner, sauf que personne ne comprend qu'est-ce qu'il fout là. Donc comment retourner dans un endroit d'où on est parti pour une raison inconnue, sans avoir cette raison-là. Donc vous voyez, le crossover par exemple pour les auteurs, c'est un super moyen de pouvoir se lancer dans à travailler une cohérence, la cohérence d'un récit.
et Sirius Black qui va débarquer là-bas, donc en plein danger, et qui n'est pas le gars qui le plus obéissant du monde. Il va se retrouver chez les Grisha de Ravka, qui sont une organisation, enfin qui sont des militaires. Donc même si Sirius faisait partie de l'ordre du Phénix, qui n'était pas non plus une organisation militaire, mais plus une organisation de résistance, on peut se dire que chez les Grisha, il va vachement obéir aux ordres, hein, le gars. Qu'est-ce que vous en dites? Mais bref. Donc le crossover, moi, je kiffe. Mais je kiffe surtout les crossovers qui sont développés et qui vont pas faire que qui vont pas être par exemple dans un monde contemporain. Parce que vous avez par exemple dans les histoires qui ne sont pas canon, vous pouvez avoir des histoires sur Harry Potter, mais sans magie. Ou tous les personnages et l'organisation de Game of Thrones sans magie et dans un contexte contemporain, par exemple. Dans un contexte où Daenerys, c'est votre voisine. Et ça, je sais que ça existe. J'en lis pas tant que ça parce que pour moi, en fait, ôter la caractéristique de l'univers, ce qui fait un peu son sel, c'est pas que j'y vois pas d'intérêt. C'est que surtout, ça m'enlève de l'envie parce que ça participe au charme le charme de l'univers d'Harry Potter, c'est que il y a une société qui nous est parallèle où j'ai retourné la viande. Il y a une société qui nous est parallèle où il y a des sorciers en fait, sauf qu'on ne sait pas qu'ils existent. Et le charme aussi de Game of Thrones, c'est qu'on est dans un univers qui peut ressembler à du médiéval fantastique. Et il y a des dragons, il y a de la magie, il y a des complots politiques, etc. Il y a une guerre un peu sans fin. Mais en fait, enlever tout ça, pour moi, c'est juste mon opinion. Donc vous écrivez, vous lisez ce que vous voulez. Mais moi, ça m'enlève de l'intérêt en fait à cet univers. Parce que c'est enlever la caractéristique de l'univers comme je vous l'ai dit. J'ai coupé mes oignons, j'ai juste coupé le bout du pied. Je vais rincer les légumes. Et on va faire une pause. On va se retrouver un peu plus tard quand j'aurai un petit peu avancé, parce qu'il faut que je fasse cuire les légumes après la viande. A tout de suite. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai enlevé mon tablier. Donc, je voulais vous dire où j'en suis niveau joue de bœuf, parce que c'est vrai que je ne vous ai pas tenu au courant. J'ai donc commencé à cuire un peu la joue de bœuf, peut-être 5 minutes avec les oignons. Je l'ai réservé donc dans un saladier à part. Et tout ce que j'avais épluché et nettoyé, à savoir donc les oignons, bottes, les carottes, le poireau, les champignons que j'ai coupés en 4, je les ai mis dans la cocotte avec un bouillon de légumes peut-être. Je vais laisser ça cuire tranquillement pendant une bonne demi-heure je pense, avant de rajouter la joue de bœuf, à peu près autant de bouillon que de vin rouge aussi. J'ai dû faire 37,5, 40 centilitres de bouillon, donc je mettrai 40 centilitres de vin rouge. On portera à ébullition l'ensemble pour que l'alcool s'évapore. Je rajouterai aussi le bouquet garni et l'ail que j'ai pas épluché encore. C'est ce qui me reste en espérant que je les oublie pas, ils sont là à côté de moi. Donc voilà, je fais de nouveau une petite pause. On se retrouve un petit peu plus tard pour continuer à parler de fanfiction et de joue de bœuf. Et je vous dirai à la fin si j'ai bien réussi le plat. A tout de suite. Rebonjour. Eh bien, sachez que presque 3 mois se sont passés depuis que j'ai filmé la dernière vidéo. Et j'ai toujours un couteau dans la main. Donc, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la langue de bœuf? La joue de bœuf, pardon. J'ai noté de vous préciser qu'à 45 minutes de la fin de cuisson, vous rajoutez les pommes de terre. Donc à 45 minutes pour qu'elles soient cuites et pas plus pour qu'elles ne soient pas de la purée.
J'ai également essayé une joue de bœuf avec à peu près la même recette, mais avec de la bière à la place, que j'ai moins aimé. Je vous mettrai quand même une recette si ça vous plaît ou pas. Parce que j'aime le poulet à la bière, mais joue de bœuf à la bière, j'ai trouvé ça trop amer, j'ai pas aimé. C'est peut-être parce que la bière c'était une bière brune, il me semble, je sais plus exactement. Mais bref, je pense que j'avais pris des photos de ma joue de bœuf, donc je vous les mettrai quelque part à la place de moi ou autour de moi. Et je me suis dit, bon bah, j'ai pas assez parlé de fanfiction, j'ai pas assez cuisiné parce que je vous ai proposé qu'une recette. Donc, je me suis dit, on va faire un petit dessert avec cette joue de bœuf virtuelle parce qu'on l'a mangée depuis 3 mois. Et j'en ai fait quelques-unes d'autres depuis. Donc, à noter aussi, la joue de bœuf, plus la cuisson est longue, plus la viande elle est fine. C'est vraiment du beurre, et plus aussi le côté un peu gélatineux qu'il peut y avoir au niveau de la viande fond justement et va lier la sauce. Ce qui fait que une des dernières joues de bœuf que j'ai faites, je crois qu'elle avait cuit 4-5 heures. Ouais, je pense même 5 heures. Et au bout de 3 heures, si vous voulez, la viande, c'était cuit, mais c'était assez charnu encore. Et vraiment, au bout de 4-5 heures, parce que comme on est que deux, donc on a refait cuire pour la manger de nouveau. C'était vraiment plus... même de la viande que vous pouviez donner à quelqu'un qui n'a pas de dents, quoi. Et je me suis dit, on va partir sur un petit dessert, on va faire dans du léger, donc j'ai pensé à un 4 quarts pomme rhubarbe. Donc pour le 4 quarts pomme rhubarbe, il nous faut 250 g de beurre, 250 g de farine, 250 g de sucre, 4 œufs. Mais un jour je vous ferai des jolies photos. Un sachet de sucre vanillé et un sachet de sucre de levure chimique. Mais je ne vais pas préparer tout de suite la pâte à gâteau parce que avant je vais cuire les pommes et préparer la rhubarbe. Je cuis d'abord les pommes et j'ajouterai la rhubarbe à la fin parce que la rhubarbe de toute façon elle va fondre et il ne faut pas non plus qu'elle soit complètement fondue parce que ça peut être sympa d'en retrouver des morceaux dans le gâteau. Donc j'ai mis ma poêle à chauffer. Je vais mettre un petit bout de beurre parce que le beurre, le gras c'est la vie, comme dirait Caradoc. Et je vais tout bêtement éplucher, mais j'ai pris 6 pommes. De la pomme ronde, normale, hein, de la petite pomme. Et 3 bâtons de rhubarbe qui sont pas énormes. Je pense que j'en ai pas assez. Vous voyez, j'ai un grand et 2 petits. Il faut que je prépare, donc que je nettoie. Mais je commence par les pommes. Les pommes demandent plus de cuisson que la rhubarbe. Donc c'est parti pour éplucher les pommes. Et je reviens donc à... Non, j'épluche les pommes, je les mets à cuire. Après je prépare la pâte. Et quand les pommes sont quasiment cuites, je rajoute les rhubarbes. Et j'ai mis le four à préchauffer à 180 degrés. Pour en revenir à la fanfiction, ça peut être sympa de parler déjà des retours des lecteurs. Donc, parce que généralement la fanfiction, on la publie sur des sites de publication en ligne comme AO3, FFnet, Harry Potter Fanfiction pour les fans d'Harry Potter. Il y a un fanfiction.fr aussi, mais je crois que le site n'est pas très très actif. Donc on peut publier sur ce genre de site si on le souhaite, parce que je pense que si on écrit des fanfictions, c'est aussi pour être lu. Et sur des plateformes comme fanfiction.net et AO3, donc ce sont des plateformes qui sont internationales, donc à multiples langages, je pense généralement de l'anglais. Ce qui fait la petite communauté francophone est un peu paumée là-dessus. Et il suffit que vous écriviez sur un fandom qui est un petit peu confidentiel, vous n'avez pas de lecteur. Mais bref, plutôt que de parler de ça, je me disais qu'on pouvait parler justement de comment on fait quand on ne reçoit pas, quand on n'est pas lu par exemple, quand on ne reçoit pas de commentaires, ou quand on reçoit des commentaires mais qui ne sont pas très sympas.
Parce que, oui, donc, si vous écrivez sur un fandom qui est un petit peu confidentiel, par exemple, moi, j'avais commencé à écrire sur American Gods de Neil Gaiman parce que je suis vraiment fan de ce qu'il écrit. Et j'ai en plus eu le malheur, mais moi je m'en fous en fait, d'avoir plein ou pas de lecteurs, je m'en fiche complètement. Comment dire? Après, il y a un côté forcément un petit peu décourageant de voir que votre compteur de lecteurs ne bouge pas ou pas beaucoup. Ou ça peut être décourageant de se dire j'écris un truc, ça me prend du temps, ça peut me prendre des recherches si j'ai pas forcément bonne mémoire ou si j'ai envie de respecter à fond le canon. On s'investit mine de rien même dans les fanfictions, même si c'est quelque chose de court. Et du coup, comment qu'on fait si on n'a pas beaucoup de lecteurs? Si on n'a pas beaucoup de lecteurs, malheureusement, j'ai envie de vous dire, vous pouvez essayer de promouvoir, entre guillemets, je pense qu'il existe des forums sur AO3 et fanfiction.net, parce que les nuits du FOF viennent de ça. Je ne vais pas vous en parler plus que ça des nuits du FOF, parce que je pense que c'est le forum francophone sur fanfiction.net. Je ne vais pas vous en parler plus que ça, tout simplement parce que je ne pratique pas beaucoup. Et je vais me renseigner en fait si ça existe encore. Parce que fanfiction.net est un petit peu en train de décéder, j'ai l'impression. Et si ça existe ou s'il y a des forums qui existent sur des grosses plateformes comme AO3, je vous les mettrai en lien. Et surtout s'il y a des forums qui sont francophones. Parce que je sais qu'il y a pas mal d'auteurs ou d'autrices de fanfiction qui écrivent en anglais par exemple. Parce que en anglais, il y a des chances d'avoir plus de lecteurs qu'en français. Surtout sur des fandoms qui sont un petit peu confidentiels. Et bref, j'ai déjà parlé du fait que c'est quand même super cool de pouvoir écrire des fanfics. Ça fait un moment que j'en ai pas écrit, ça fait un moment que je n'en lis plus non plus, mais c'est quand même super cool, je trouve. Côté un peu partager un petit peu un jardin secret, partager une passion. Et ça peut aussi permettre de promouvoir un fandom tout simplement. Parce que moi, si je peux dire au monde entier de lire Neil Gaiman, je le ferai. Mais donc, comment on fait si par exemple on n'a pas beaucoup de lecteurs? Déjà, il faut essayer de déterminer le pas beaucoup. C'est combien du pas beaucoup? Donc, il faut déjà aller jeter un œil à ce qui se fait ailleurs. Ailleurs et dans la langue dans laquelle vous écrivez. Si vous écrivez par exemple sur le Marvel Cinematic Universe en français, vous allez vous rendre compte qu'il y a déjà pas mal de fanfics qui existent dessus, sur AO3. Mais sinon, si vous êtes sur il doit exister des groupes Facebook aussi, je pense, par rapport à la fanfiction. Je vous laisse regarder parce que je sais pas trop, moi. Mais je pense que si vous écrivez sur un fandom confidentiel, ce qu'il faudrait faire, c'est essayer déjà de promouvoir ce fandom-là avant de promouvoir votre histoire. Ça peut être sur une série télé, un livre, etc. La Passe Miroir, par exemple. La Passe Miroir, sachez que c'est une série de livres française. Et au niveau d'AO3, c'est pas les Français qui remportent la palme. Parce que comme ça a été elle a été traduite dans une dizaine de langues, je me demande si c'est pas les Russes ou les Italiens qui écrivent le plus sur La Passe Miroir. C'est rigolo. Mais donc, parlez-en, tout simplement, parlez-en, mais discutez aussi avec les autres lecteurs ou les autres auteurs, parce que si vous venez juste dire hey, j'ai écrit ça, venez lire, ça va quoi. Intéressez-vous à ce qui se fait ailleurs, tout simplement. Et après, admettons que vous voyez que votre compteur de lecture augmente, mais vous n'avez pas de commentaires. Eh bien, sachez que généralement, moi, je mets un petit fond d'eau pour faire cuire les pommes.
Sachez que dans les différentes plateformes de publication de fanfiction, il y a par exemple Plume d'Argent aussi, où vous pouvez écrire sur différentes fanfictions également, c'est pas que de l'original. Il y a tout simplement des événements d'échange de reviews par exemple, ou de commentaires, ou sinon si vous avez besoin d'un bêta lecteur pour que quelqu'un relise et corrige votre texte, corrige les fautes par exemple, ou ça peut aller plus loin, c'est voir si vous ne vous êtes pas planté par exemple par rapport à une chronologie ou quelque chose comme ça. Souvent c'est un échange de bons procédés. C'est-à-dire que si vous faites lire une fanfiction par exemple qui a 5000 mots, et bien en échange, si Bidule vous a corrigé votre texte, et ben vous pouvez lui rendre l'appareil tout simplement. Alors au début, moi j'avais pas tout à fait ce genre cette espèce de réciprocité qui peut paraître un petit peu artificielle. Au final, je trouve qu'elle est bien parce que ça évite l'abus. Ça évite que des personnes en fait se fassent corriger des textes et qu'elles ne fassent rien et qu'elles ne lisent pas ou qu'elles ne commentent pas. Donc c'est quand même plutôt cool quand par exemple vous vous abonnez à une histoire, que vous laissez un petit commentaire, la personne peut venir vous lire ou pas du tout. Après c'est son droit. Donc c'est pas parce que vous allez laisser des messages, des commentaires sur une histoire que la personne est obligée de venir commenter la vôtre. Sauf si y a une participation à un événement sur la base d'un échange de review par exemple. Bref. Et parfois aussi on peut avoir des commentaires qui sont pas cool. En commentaire pas cool, ça peut être... Alors moi j'ai un petit peu de mal, je vous avouerai, mais je le mettrai même dans les pas cool. Parce que les petits commentaires du genre juste c'est bien, j'aime bien, c'est mignon, je trouve que c'est un peu light. Donc je préfère autant en fait que vous laissiez juste un petit pouce en l'air, un petit kudo sur AO3 que vous mettiez un commentaire comme ça. Après c'est mon opinion. Vous n'êtes pas obligé de faire une disserte non plus, mais si vous lisez sur quelque chose de court, vous pouvez dire que vous aimez bien le style. Vous pouvez éventuellement demander à la personne si vous avez repéré des coquilles, si elle est ok que vous lui disiez qu'elle a oublié un S dans le premier paragraphe. Parce que ça peut être un petit peu cavalier de lui faire un listing des fautes et c'est tout. Et aucun retour sur le reste. Ça fait partie des petits commentaires dont on peut s'abstenir, je pense. Donc, après, est-ce que le nombre de lectures ou les appréciations, donc par exemple les kudos sur AO3, je ne sais pas si ça existe, ou les abonnements, des trucs comme ça, ça peut être un moteur, ça peut être aussi une pression. Alors là, je suis pas forcément la mieux placée pour dire ça, mais parce que je suis quelqu'un qui stresse pas mal. Mais si vous n'avez pas beaucoup de lecture, ça ne veut pas dire que votre texte il est pas bon, ou qu'il est pourri, ou que vous n'écrivez pas bien. Ça ne veut pas non plus dire que votre choix, le choix de, je sais pas moi, les personnages que vous mettez en lumière, ou l'histoire que vous avez choisi de raconter, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Mais essayez d'apprendre un peu à mettre votre texte en valeur. Sur certaines plateformes de publication, vous avez la possibilité de créer une couverture ou de faire ce que moi j'appellerais une bannière. C'est-à-dire une image qui peut représenter votre fanfiction, etc. Essayez de trouver des choses aussi en ce sens-là qui puissent mettre en valeur. Faites attention. Je vous conseille très fortement d'aller par exemple sur Pixabay, Pexels ou des choses comme ça, Pexels, pour aller choper du libre de droit, ou alors Gallica, des trucs comme ça. Gallica, la BNF. Parce que ça peut vous éviter qu'un artiste se dise « mais pourquoi tu as utilisé ça ? Moi je veux pas ».
ou alors qu'un site de publication décide d'un coup que en fait, non, les images qui ne sont pas libres de droit, on n'en veut plus. Et du coup, ça vous met un petit coup de presse parce que vous vous dites que merde, j'ai un peu une quarantaine de textes, moi, avec 40 bannières à refaire, c'est un peu longué, quoi. Donc je vous conseille du coup de partir sur du site des images qui sont libres de droit. Vous pouvez faire des fan vidéos, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez là-dedans. Hein. Et comment mettre aussi en valeur son texte, ça va être aussi de... Je commence à préparer la rhubarbe, donc je l'épluche, je la rince et je la mets de côté. C'est trouver un bon titre. Donc un bon titre, pour moi déjà, c'est pas un titre qui est bateau. Du genre La princesse et le chevalier, ça peut être archi bateau, vous voyez, ou quelque chose... Enfin, essayez un petit peu de vous creuser la tête sur les titres. Parce qu'il y a moyen de faire de très jolies choses avec des titres. Si vous n'avez pas envie de vous prendre trop la tête non plus, vous pouvez prendre un titre de chanson ou de chapitre ou d'épisode, mais quelque chose qui a un sens. Et ce que je vous conseillerais aussi, c'est par rapport à tout ce qui est drabble, donc c'est les textes qui sont très courts, qui font... c'est à la vache, ça en fait des filaments. Les textes qui sont très courts, je vous conseille de les mettre dans un recueil, parce que si vous n'êtes pas très à l'aise pour trouver des titres, ça vous évite d'en chercher un par drable et d'en écrire une centaine, quoi. Une centaine de textes qui font 100 mots et de vous creuser la tête. Autant rassembler tout ça dans un recueil sur le format, par exemple, ou même sur une thématique. Quoi d'autre ? Résumé. Pour moi, le résumé, il est important aussi. C'est comme le 4e de couverture d'un livre. C'est ce qui va vous donner envie, c'est ce qui va donner envie au lecteur de lire votre texte. Donc là, pareil, j'aurais une petite tendance à vous dire, essayez de attirer le chaland, en gros. Hein. Donc vous pouvez, ça peut être quelque chose de très court et de percutant, comme une citation de votre texte, une citation qui vous a inspiré pour l'écriture de ce texte ou de ce recueil. Ça peut être un petit peu ce que vous voulez. Si vous êtes très motivé, vous pouvez vous lancer aussi par exemple dans des fan vidéos, des choses comme ça. Avoir un Tumblr ou la plateforme que vous voulez. Promouvoir un petit peu tout ça. Mais essayez du coup, selon le site sur lequel vous publiez, vous pouvez avoir pas mal d'événements en lien avec la lecture, l'écriture, les commentaires, faire son résumé et compagnie. Franchement, je vous encourage vraiment fort à participer à ce genre de choses parce qu'il y a moyen d'apprendre des choses, tout simplement. Puis ça peut être vachement cool d'échanger avec d'autres participants. Et si on a des commentaires pas gentils, comment qu'on fait ? Il y a des commentaires qui vont être volontairement trolls, de type vraiment pour blesser. Alors ça vient de cons. Et qu'est-ce qu'on fait avec les cons ? Eh ben on les ignore. Parce que là par exemple vous voyez un commentaire qui va juste vous dire que vous avez mal écrit ou que ça n'a pas d'intérêt ou des trucs comme ça. Ça sert à rien. Moi, si je lis un texte que j'ai pas aimé, je vais pas forcément le dire. À quoi ça sert ? À part à blesser la personne. Parce que n'oubliez pas aussi, vous ne savez pas qui c'est qui est derrière son écran. Donc, faites attention. Et je dis pas non plus de laisser que des commentaires qui sont ultra élogieux, parce que ça sert à rien. Parce que même si vous écrivez très bien en fanfic ou même en écrit originaux, on est tous perfectibles. On peut tous faire mieux. Parce que si ce que vous écrivez, c'est parfait, déjà dégonflez un peu le melon. Hein, et mangez un petit peu d'humilité, c'est très bon. Ça dépend si vous avez des commentaires, en fait, de quelle manière.
enfin, quelle était l'intention de la personne qui vous l'a laissé. Parce que si vous avez des conseils, vous en aurez, hein. Moi j'en avais un qui m'avait un peu gonflé par exemple, ça m'arrive d'avoir des commentaires qui me gonflent. Ben, je vais un peu râler auprès des copines et puis après je les ignore, hein. Tout simplement. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas ouverte pour progresser, mais disons que je sais ce que je vaux au niveau de l'écriture, je pense. Je lis et j'écris, même si je suis en panne d'écriture actuellement, je lis et j'écris suffisamment pour savoir où est-ce que mon écriture pêche un petit peu. Ce qui fait que, oui, si vous avez des commentaires qui sont pas très cool, si vous voulez y répondre, n'allez pas forcément y répondre tout de suite, surtout si c'est des commentaires qui sont vraiment pas gentils. S'il y a des commentaires qui sont faits pour blesser, respirez un coup, allez voir les copains, les copines pour vous plaindre, parce que ça fait du bien de se plaindre, et revenez-y ensuite. Parce que ça sert à rien d'aller insulter ou insulter la personne, etc. Parce que si la personne a pris le temps quand même de vous laisser un message, de vous lire et de vous laisser un message, ça veut dire que elle a eu un intérêt pour votre texte, même si peut-être que votre texte n'a pas répondu à ses attentes. Et ne pas répondre aux attentes d'un lecteur, ça ne veut pas dire que votre texte n'est pas bon. Parce que ça peut être tout à fait le lecteur qui pensait qu'il allait se passer ci ou ça, ou que vous alliez aborder telle ou telle thématique, mais ça ne se fait pas. Ben, soit c'est une incompréhension de sa part, soit peut-être votre message n'était pas clair non plus au niveau de votre titre, de votre résumé, de votre image de couverture, si on avait une, mais c'est pas grave. Bon, après, si vous n'avez que des commentaires négatifs, je pense que avec toute la bienveillance du monde, si vous n'avez que des commentaires négatifs et qui disent la même chose, c'est peut-être que ce qu'ils disent est vrai. Peut-être que vous devez réécrire votre histoire, etc. Et là, je pense par exemple aux auteurs qui sont jeunes, je pense autant au niveau de la pratique de l'écriture qu'en âge aussi. C'est tout à fait normal si vous êtes au collège par exemple, ou même plus tôt, ou même au lycée, ou même si vous avez 40 ans et que c'est la première fiche que vous écrivez de votre vie. Si c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, c'est tout à fait normal de ne pas savoir bien le faire, parce que ça s'apprend comme tout. Je vais faire une pause et je vous reprends un peu plus tard, dans quelques minutes, quand la cuisson aura bien démarré. Et c'est moi. Donc mon four préchauffe depuis bien trop longtemps, il est temps de s'attaquer à la pâte à gâteau. Donc un 4/4, c'est ultra simple comme je vous ai dit, hein, 500 g de farine, 250 g de farine, 250 g de sucre, 4 œufs, 250 g de beurre, soit une plaquette quand même, hein, beurre demi-sel, on ne déconne pas avec ça, je suis bretonne, hein. Attention à mon petit cœur. Donc je vais mesurer les ingrédients, je vais mettre dans un saladier, je vais touiller joyeusement et je papote avec vous encore de fanfiction. Je voulais poser la question aussi de est-ce que la fanfiction ça sert à quelque chose ou pas. Après c'est volontairement provoque de ma part parce qu'on est sur un écrit, un écrit qui appartient à une autre œuvre. On est sur des écrits où en fait ça appartient à tout le monde et à personne en fait à la fois, ça appartient aux fans entre guillemets. Je parle pas de droits d'auteur et compagnie là. Ça j'en ai parlé dans les précédents moments. Mais est-ce que la fanfiction sert à quelque chose ou pas ? Ben moi je dirais que oui, parce que déjà, ça sert évidemment à divertir et je pense que le divertissement dans notre société, il n'est peut-être pas mis assez en valeur. Parce que vous voyez, c'est pas mal en fait de se divertir, de peut-être perdre un petit peu de temps entre guillemets
je sais pas moi, à faire du tricot, à lire des mangas, à lire une romance et compagnie, passer une soirée à lire des fanfictions ou attendre impatiemment la mise à jour d'une fanfiction. Donc oui, le divertissement, le petit plaisir coupable, pourquoi ça serait inutile? Pourquoi ça ne servirait à rien? Pourquoi il faudrait faire que des choses sérieuses? Et est-ce que une activité qui est destinée au divertissement doit n'être que sérieuse, doit être prise que sérieusement? Non, doit être prise que de manière divertissante. Vous voyez, même moi je me plante. Je voulais faire un super effet de style. Ça peut être juste parfaitement du fun et mettre en scène par exemple des personnages très sérieux dans des situations qui sont complètement cocasses, qui vont complètement à l'inverse de ce que le fandom dit. Je sais pas moi, des Bridgerton qui s'encanaillent sur la croisette, j'en sais rien, les exemples sont infinis. Oui, pour moi, la fanfiction, ça sert à quelque chose, rien qu'à divertir, à passer du temps, à s'évader, autant au niveau de l'écriture que de la lecture, évidemment. Et il n'y a pas que la fanfiction, en fait, comme hommage rendu à une œuvre ou à un artiste. Il y a les fanarts qui sont des dessins ou des compositions, ça peut être des croquis, des BD, etc. Il y a les fans vidéo, il y a des fans musique. Il y a énormément de choses qui peuvent servir pour rendre hommage à des personnages, un univers, un ou des auteurs, etc. Et je trouve que c'est un milieu qui est hyper riche. C'est hyper riche. Là, moi je suis fan des Bridgerton, surtout de la série télé que je trouve meilleure que les bouquins, même si j'ai beaucoup d'affection pour les livres aussi. Et quand je vois comment les fans, ils sont complètement dingues là, mais là ça fuse en fait, que ce soit des leaks ou des photos ou des théories, etc. Ça fuse de tous les côtés et je trouve ça vraiment génial. Alors oui, certes, c'est une œuvre qui est censée prendre part dans un certain contexte historique qui n'est pas franchement exploité, mais je trouve que cette série télévisée là, elle a mis un bon coup de dépoussiérage en fait sur des romances historiques qui pouvaient paraître un petit peu ringardes, faut se l'avouer. Si vous pensez à, par exemple, aux Harlequins, je leur crache pas dessus là, mais leurs Harlequins qui ont des couvertures avec des jeunes femmes en robe à falbala, les épaules nues, et des lords qui sont torse nus et compagnie. Vous voyez le truc hyper cliché. Et en fait, j'avais entendu par rapport à ça, je fais juste une petite anecdote comme ça en passant. Il y avait je crois que c'était un espèce de petit reportage sur la romance, où il y avait plusieurs éditeurs de romances différents. Et notamment sur ces éditeurs de romances, il y avait Harlequin, qui je pense, peut-être pas pour les amateurs justement de romance, mais ceux qui ne lisent pas du Harlequin, je crois que ça se dit plus Harlequin, j'ai un doute. Mais bref, ça a un côté encore dans l'imaginaire collectif ultra ringard, quoi, littérature de bonne femme et compagnie. Ce sont les gros clichés dont souffre la romance, mais encore plus, parce qu'il y a le côté ringard aussi. Alors que je pense que pas forcément. Et j'aimerais bien, moi, un de ces quatre, en relire quelques-uns pour voir si c'est si cliché que ça. Puis si c'est si cliché que ça, si bien que la recette elle fonctionne. Après, que ça vous plaise ou pas, ça fonctionne. S'il y a tant que ça d'auteurs ou autrices, surtout auto-édités, qui font de la romance, faut pas se leurrer, c'est que ça vend. J'ai préparé la pâte à 4 quarts, qui est très bonne. J'ai toujours des petits grumeaux comment dire, j'ai toujours des petits grumeaux de levure parce que j'en ai toujours en fait, je crois que je peux bien la mélanger. Et maintenant je vais rajouter les pommes
et la rhubarbe. Je pense que la rhubarbe, ça va être assez subtil au niveau du goût parce qu'il n'y en a pas beaucoup. J'aime beaucoup la rhubarbe, surtout mon chéri, parce qu'il y a un côté un petit peu citronné, ma foi. Je touille et je mets au four. Et donc oui, moi, ma foi, la fanfiction. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller sur un gros site de fanfiction comme AO3 par exemple. Je ne sais plus comment on fait pour le mettre en français. N'hésitez pas à poser la question à l'intérieur. S'il y a besoin, je peux vous mettre des petits liens vers des modes d'emploi pour certaines plateformes. Et si vous voulez, si vous ne connaissez pas en fait et que vous avez envie de lire sur, j'en sais rien, au pif, Top Gun, Star Wars ou compagnie, n'hésitez pas. Parce que, alors, je vous préviens aussi, la fanfiction, ça peut être beaucoup de textes courts, beaucoup de textes qui sont en cours ou inachevés, parce qu'on est sur des auteurs qui sont quand même en très grande majorité amateurs. Donc oui, vous pouvez attendre pendant des années une mise à jour qui ne viendra peut-être pas. Parce que les gens sont passés à autre chose ou parce que les gens meurent aussi. Et si vous ne connaissez pas, franchement, jetez un œil. C'est vraiment sympa. C'est une bonne plongée, je trouve, dans le fait de faire une autre... de faire vivre d'une autre manière un univers ou des personnages. C'est vraiment super intéressant. Donc je vous conseille de le faire par curiosité. Parce qu'il ne faut pas mourir idiot. Donc maintenant je mets mon petit gâteau au four. Donc le four qui préchauffait depuis beaucoup trop longtemps. Donc, mais c'est à 180 degrés. C'est une cuisson entre 40 et 60 minutes. Je vous conseille une cuisson 60 minutes pour que ce soit bien cuit partout. Et je reviendrai faire un petit coucou avec le gâteau d'ici quelques temps pour vous montrer le résultat. A tout de suite. Salut. Bon, eh bien, j'ai fini mon gâteau que j'ai joyeusement foiré. En fait, je l'ai sorti trop tôt du four. Le gâteau n'était pas assez cuit, donc je l'ai remis un petit coup. Et quand je l'ai ressorti de nouveau du four, j'ai voulu le démouler tout de suite. Alors c'était dans un moule en silicone, ce qui fait que la partie cuite est restée collée au bord du silicone et que la partie pas cuite s'est effondrée dans le plat à gâteau. Donc en gros, j'ai tout remis au four de nouveau et on dirait que le gâteau il est tombé par terre et que je l'ai remis dans le moule. Donc je vais quand même pas vous le montrer, hein. Mais il est bon, hein. Mais il n'est pas tombé par terre, il est tombé dans le moule. Mais bref, je vais pas vous le montrer. Par contre, je vais vous montrer le résultat. Bon, les photos sont pas top, mais j'ai le résultat des... Ça devait être la joue de bœuf que j'ai faite, ou une des joues de bœuf dans la jolie cocotte et sur l'assiette. Je suis pas du tout artiste culinaire, donc les photos sont pas méga belles, mais c'est ce que j'ai fait avec amour. C'était très bon. Je pense que j'ai fait le tour de la fanfiction et de la cuisine, donc je sais pas sur quelle recette on peut se retrouver prochainement. Je pensais pourquoi pas, parce que j'ai ma belle-mère qui a fait ça une fois, c'était vachement bon. C'était une blanquette de poisson. Parce que autant la blanquette de veau, ou je crois qu'on peut faire aussi de la blanquette de poulet, je suis pas de méga fan. Je suis pas très fan non plus des carottes cuites, ça dépend dans quoi. Et autant la blanquette de poisson, j'ai trouvé ça délicieux. Après, on est très poisson à la maison, j'en mangerai tous les jours. Donc potentiellement, le prochain coup, ça sera de la blanquette de poisson et un autre dessert, je sais pas trop encore. Je suis assez, pas limitée, mais... Je tourne toujours sur les mêmes gâteaux en fait au niveau des desserts, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. À tout bientôt et peut-être que dans les commentaires, quelqu'un viendra me dire que ma joue de bœuf elle est bonne parce que cette personne-là vient de très loin, pas forcément que pour la manger, mais cette personne-là vient de très loin et on mangera. Allez, à tout bientôt. Salut.